Vous suivez la panafricaine Médian et c'est le bon choix. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. En Afrique, face aux défis sécuritaires, migratoires et autres défis socio-économiques, la sécurisation des frontières devient un impératif de gouvernance, une façon de prévenir toute forme d'instabilité et d'assurer aussi un contrôle régulier et permanent de la circulation au niveau des zones transfrontalières, ce qui passe par une coopération intégrée et concertée entre États africains ayant des frontières communes. L'objectif étant de prévenir les tensions et aussi de mieux faire face aux défis communs. Quels sont les défis auxquels font face ces États africains pour une gestion efficiente de leurs frontières? Quels enjeux d'une gestion concertée des frontières? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons d'intégration africaine et de croissance économique. Ces États africains partagent plusieurs siècles d'histoire, de culture, de valeurs, de réalités socio-politiques, mais ces derniers peinent encore à relever le défi d'une pleine intégration pour faciliter cette libre circulation des personnes et de leurs biens. Des avancées ont d'ailleurs été notées dans ce sens grâce à des initiatives communautaires au niveau des communautés économiques régionales. Aujourd'hui, la ZLECAf vise un objectif plus ambitieux, celui de l'intégration de tout un continent à travers un marché unique africain. Comment arriver à une intégration plus poussée des peuples africains pour une meilleure circulation des personnes et des biens? Comment faire de l'intégration un levier de croissance économique en Afrique? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Ibrahima Kamara, vous êtes journaliste spécialisé en relations internationales. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Daouda. C'est un plaisir de vous retrouver encore sur le plateau. Et toujours un plaisir, Ibrahima, de partager également ce plateau avec vous. Toujours un plaisir aussi de partager le plateau avec M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci également, Sadibou, d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Merci à vous, Daouda. Merci. Et quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui de la gestion des frontières aujourd'hui, de ces frontières africaines-là? Oui, au niveau africain, la gestion des frontières est un peu difficile parce que si on s'en réfère avec ce qui s'est passé à Berlin, le congrès de Berlin de 1884 à 1885, donc des frontières artificielles ont été tracées sur le continent africain. Donc actuellement, on voit que vraiment ce traçage-là pose problème au niveau de certaines régions sur le continent africain, les problèmes liés à l'insécurité, à différents types de trafic et à d'autres aspects. Donc pour pallier à cela, les États africains doivent s'organiser. Malgré que cette organisation existe, il y a au niveau continental avec l'Union africaine, aussi au niveau des organisations sous-régionales, il y a des mécanismes qui ont été mis en place, des structures qui permettent de veiller à la sécurité de ces frontières-là, mais aussi de lutter contre ces genres de phénomènes liés au terrorisme, au trafic et ainsi de suite, pour bloquer ces phénomènes-là qui risquent de déstabiliser la plupart de nos pays. Maintenant, l'autre aspect qu'il faut soulever, c'est qu'actuellement, l'Afrique traverse une crise économique parce que le monde actuellement, il y a une rivalité au niveau international entre la Chine et les États-Unis. On a vu même Donald Trump parler du Nigeria avec le Biafra et ainsi de suite. Donc pour vous dire qu'actuellement le monde traverse une situation économique assez difficile, mais l'Afrique est frappée de plein fouet par cette crise qui risque, si on ne travaille pas ensemble avec la ZLECAf et d'autres organisations qu'on va essayer de mettre en place, le continent africain risque d'avoir des difficultés sur le plan économique, mais aussi au niveau des frontières. Parce que c'est au niveau de ces frontières-là qu'on peut garantir la sécurité vers l'intérieur. Parce qu'il y a la présence de l'État souvent est assez faible dans cette... Surtout que c'est au niveau de ces frontières-là que se passe en tout cas toute forme de trafic. Effectivement. Au Sénégal, par exemple, au niveau on parle de porosité des frontières, parce que je peux donner d'autres exemples, mais pour ne pas un peu susciter des pics au niveau des pays de la sous-région, mais pour vous dire qu'au Sénégal, on parle de frontières poreuses, donc cela montre tout simplement qu'au niveau de nos frontières, que ce soit du nord au sud, même au niveau vers l'océan, il y a des problèmes de surveillance qui s'y posent, malgré que la marine sénégalaise fait un excellent travail. Même hier, la marine a fait des tests de tir de missiles pour montrer tout simplement que le Sénégal est en train de mettre en place des pas, de grands pas même, pour permettre de sécuriser les frontières maritimes, mais aussi au niveau des frontières terrestres, avec l'achat de drones, des drones turcs, des drones Bayraktar et d'autres matériels militaires qui vont nous permettre de pouvoir surveiller ces frontières-là pour lutter
contre ces fléaux-là. Maintenant, cela ne veut pas dire que cela va entraver la libre circulation des personnes et des biens, parce que c'est un autre aspect. Donc pour vous dire qu'en tout cas, au niveau africain, il y a un travail qui est en train d'être fait. Certes, c'est lent, la ZLECAf tarde à se matérialiser, il y a des avancées certes, mais en tout cas, le travail est là, les pays africains ont pris à bras le corps. Il reste encore à être relevé, et pour ce qui concerne la ZLECAf plus particulièrement, nous y reviendrons plus amplement tout au long de cette émission, mais surtout en seconde partie de l'émission. Et Ibrahima, j'aimerais vous interpeller toujours sur ces frontières-là, qui sont devenues des zones de conflit armé, des zones de trafic illégaux de tout genre également, et aussi leur porosité, comme l'a rappelé tout à l'heure Cheikh Sadibou, favorise aujourd'hui les mouvements de ces groupes armés et autres groupes terroristes. Selon vous, quels sont aujourd'hui ces défis liés à la gestion de nos frontières? Alors, les défis sont nombreux, Daouda, et très controversés, puisque c'est un vieux débat, cette histoire des frontières. Tout à l'heure, mon ami Cheikh Sadibou le disait, la conférence de Berlin, mais aussi la loi Gaston Defferre qui a été votée à la veille de l'accession de nos pays à l'indépendance. Et donc plusieurs pays ont été charcutés, surtout les pays d'Afrique de l'Ouest qu'on connaît mieux. Et il y a un chanteur d'ailleurs qui chante dans une de ses chansons, pour ne pas le citer, Tiken Fakoli, qui disait qu'on a divisé l'Afrique sans nous consulter. Et une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Moussi, une partie de l'empire Soussou se trouva chez les Wolof, etc. Et il avait parfaitement raison. Et c'est donc ce partage de l'Afrique, cette manière dont les pays africains ont été charcutés, qui a été quand même à l'origine de ce mal endémique qu'on vit encore de nos jours, qui est en grande partie à l'origine de cette insécurité qu'on vit. Aujourd'hui, on a même du mal à discerner le no man's land, qui est une partie importante du droit international dans nos pays. On a du mal à comprendre où s'arrêtent certaines frontières. Ceci a provoqué d'ailleurs des conflits, des heurts entre certains pays d'Afrique de l'Ouest, entre le Mali et la Mauritanie pour ne pas les citer, des villages qui se trouvaient dans un pays où ils se croyaient appartenir. Alors qu'en réalité, sur la carte, ces pays, ces villages ou ces localités-là n'étaient pas réellement des localités qui appartenaient à ces pays dont ils se croient appartenir, et où même flottaient les drapeaux de ces pays-là, où même les enfants qui sont issus de ces villages-là allaient à l'école et étaient enseignés par des enseignants de ces pays-là. Et donc, jusqu'à nos jours... C'est quand même assez fréquente également, surtout pour ces populations qui vivent au niveau des frontières. Justement. Et pour moi, ça devrait être un acquis ou une chance de voir un enfant, par exemple, traverser le fleuve ou une rivière ou un mar et aller à l'école dans un autre pays. Ceci devrait être une source d'inspiration pour une meilleure intégration de nos pays. Malheureusement, la réalité est tout autre au niveau étatique. J'aimerais qu'on reste sur ce point que vous êtes en train d'aborder, à savoir ces populations qui vivent tout au long aujourd'hui de ces frontières des États-là. On l'a rappelé tout à l'heure, ces frontières sont considérées comme des lignes imaginaires, perçues en tout cas comme des lignes imaginaires de part et d'autre par ces populations qui y vivent. Mais aujourd'hui, on constate aussi que ces populations, quelle que soit en tout cas la ligne imaginaire qui les sépare, n'hésitent pas à échanger entre eux, à aller et revenir de part et d'autre de ces frontières-là. Que vous inspire aujourd'hui cette cohabitation entre peuples africains installés de part et d'autre des frontières de leurs États? Ce n'est même pas une cohabitation, mais eux, ils ne sentent même pas ces frontières. Vous prenez par exemple la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, mais si vous remontez l'histoire, on se rend compte que c'est l'ancien Tekrour qui est à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est-à-dire entre les deux rives. C'est l'ancien Ngalam qui est à cheval entre les deux rives. C'est l'ancien Guidimaha qui se trouve à cheval entre une partie de la Mauritanie et une autre partie du Mali. L'ancien royaume de Guidimaha, qui est partagé entre ces deux pays, est le même. Ce sont les mêmes familles, les mêmes personnes qui transitent d'une frontière à l'autre et qui ne sentent pas la frontière. Pour eux, il n'y a pas de frontière parce que c'est une même aire géographique. Ce sont des personnes qui ont vécu pendant plus de millénaires et des millénaires qui habitent ici. Et nos pays-là qu'on connaît aujourd'hui sont de jeunes États qui ont juste 65 ans d'existence. Ce n'est pas un demi-siècle qui va venir leur faire comprendre que vous n'êtes pas d'une même patrie. C'est là où se trouve le blocage justement. Et donc, vous prenez l'exemple par exemple du Walo. Le Walo, parfois qu'on entend, qu'on pense qu'il est juste sénégalais. Non, il y a plus de 24 villages Wolof
sur la rive droite du fleuve Sénégal, qui sont mauritaniens, qui se sentent Waalo pure souche. Et si on remonte l'histoire, la première capitale du Waalo, aujourd'hui, on le géolocalise à Diourbel, un petit quartier de Rosso, Mauritanie, dont on pense être Beydan ou Haraitin. Mais c'est la cohabitation, la belle cohabitation entre le Trarza, le Brakna et le Waalo qui a créé ça, et les liens sanguins. On se souvient qu'Ndate Yalla avait des liens sanguins avec les Maures du Trarza. Et donc, c'est la raison pour laquelle eux, ils se sentent en même temps mauritaniens et sénégalais, car les liens sanguins sont beaucoup plus forts que ces frontières artificielles qui existent depuis plus d'un demi-siècle. La capitale de l'ancien cas, la première capitale du Waalo, qui est Diourbel, qui est aujourd'hui géolocalisée en Mauritanie, avant d'être délocalisée au Sénégal, à Nder. Et donc, vous voyez que ces populations qui vivent de part et d'autre, et même au Tekrour. Cheikh Sadibou, avec l'émergence de la souveraineté africaine, les frontières du continent ont consolidé également leur rôle d'identifiants politiques, fiscaux et même traditionnels clés, mais elles demeurent par moments des zones de discorde ou même de tensions primaires. Comment aujourd'hui prévenir ces troubles internes dus à la gestion des frontières? Oui, ces troubles internes sont souvent liés au manque de présence de l'État, parce que souvent, comme vous le savez, les pays africains, c'est des pays qui font pratiquement 1 million et quelques kilomètres carrés. Si je peux parler du Mali, de la Mauritanie, Soudan, l'Algérie, c'est des pays qui sont tellement grands que des fois, vraiment, la gestion sécuritaire pose problème. Donc, il est nécessaire que ces États puissent, sur le plan sécuritaire, renforcer ces frontières-là, permettre qu'il y ait vraiment un contrôle assez strict concernant vraiment les trafics qui s'y passent, parce qu'on ne peut pas comprendre des pays, par exemple, qui sont frontaliers et que des terroristes puissent transiter dans ces zones-là. On peut donner l'exemple du Mali avec Tinzaouaten Mali et Tinzaouaten Mauritanie, où l'armée malienne est intervenue pratiquement pour poursuivre des terroristes. Donc finalement, un drone malien a été abattu en Algérie. Donc pour vous dire tout simplement qu'il faut renforcer en tout cas les frontières, mais aussi renforcer la présence de l'État dans ces localités qui sont souvent en retard avec le développement. Parce que la plupart de ces localités manquent de tout. L'éducation, la santé, ainsi de suite. Comme je le dis Daouda souvent, le développement, c'est toujours satisfaire les besoins primaires. En Afrique, on a toujours ces problèmes sociaux de base-là ne sont pas satisfaits dans cette zone, parce qu'on ne peut pas comprendre dans des secteurs où on extrait de l'or, des milliards de dollars à coups de milliards de dollars, alors qu'il y manque de l'eau et de l'électricité. Donc au niveau de ces frontières-là, en tout cas, le fait de renforcer la sécurité, mais aussi renforcer la présence de l'État, parce que toujours, moi, ce que je prône toujours, c'est la sécurité avant tout. S'il y a la sécurité, c'est qu'il y a la présence de l'État, et après le développement va venir, les investissements. Effectivement, moi, il faut toujours renforcer cette sécurité-là au niveau de ces frontières-là. Parce que, comme l'a dit M. Camara, il y a un lien intrinsèque entre les communautés. C'est le même cas entre le Mali et le Sénégal. Au niveau de Caille, donc avec l'Empire du Mali, on peut retourner avec la charte du Mandé, et ainsi de suite. Pour vous dire que c'était des grands ensembles avec l'Empire du Ghana, le Songhai, et ainsi de suite. En tout cas, c'est de grands ensembles en tout cas, qui ont réuni ces communautés-là. Maintenant, avec vraiment la présence du colonisateur, avec le congrès de Berlin qui va mettre des frontières artificielles, ce qui va balkaniser l'Afrique. Donc Senghor même était contre cette balkanisation-là. Il voulait qu'on parte avec de grands ensembles, l'AES, excusez-moi, l'AOF, donc avec au niveau de l'Afrique de l'Ouest et le centre aussi, ainsi de suite. Donc pour vous dire tout simplement que l'Afrique a besoin de ce genre de méthodes et ce genre de classiques-là pour permettre tout simplement de garantir la sécurité au niveau des frontières. Et Ibrahim, selon vous, quels sont aujourd'hui ces enjeux liés à une gestion concertée aujourd'hui des frontières? Quels sont les enjeux liés à cela? Alors, les enjeux sont de plusieurs ordres, Daouda, puisque Cheikh Sadibou le disait tantôt. Vous savez, j'ai bien aimé la coopération sénégalo-mauritanienne par rapport à la sécurité frontalière. Et c'est quand même ce sont autant d'efforts qui sont fournis pour permettre à une meilleure garantie de la sécurité dans cette zone frontalière, par exemple. Et les enjeux sont aussi économiques, ils sont politiques, ils sont
d'ordre aussi d'intégration entre les différents peuples. Puisque cette intégration sociale et même culturelle, puisque voilà, ce sont des peuples qui sont à peu près les mêmes cultures de part et d'autre. Oui, allez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, vous y trouvez beaucoup de ressortissants mauritaniens qui se sentent complètement chez eux là-bas. Vous allez en Mauritanie aussi, beaucoup d'Arabisans y vont pour apprendre les sciences islamiques. On en retrouve de part et d'autre. Et donc, ces peuples-là, ces pays-là, ces nations-là, chacun ont des besoins communs et ils ont tous intérêt à collaborer dans tous les sens pour travailler ensemble. Je vous donne juste un exemple. Il y a une grande bourgade qui est chef-lieu régional qui s'appelle Seyel Babi qui se trouve en Mauritanie. Seyel Babi qui est alimenté en eau potable à partir du fleuve Sénégal, ce qui est très normal. À 40 km du fleuve, ils arrivent quand même à être alimentés tant bien que mal en eau potable à partir du fleuve Sénégal. Donc ce sont autant de moyens d'intégration et de gestion concertée entre les différents pays. L'OMVS qui est mise en place d'ailleurs dans ce sens pour permettre à tous ces pays-là de profiter de ces ressources. Voilà. Et donc ce sont autant de coopérations qui devraient être renforcées et améliorées aussi au fur du temps. C'est le cas puisque de plus en plus également le Sénégal que vous avez cité tout à l'heure renforce sa coopération dans différents domaines avec ses voisins. Vous avez cité l'exemple de la Mauritanie, on peut citer le Sénégal et le Mali qui renforcent aussi leur coopération, le Sénégal et la Gambie, le Sénégal et la Guinée, ce qui montre que de plus en plus également les dirigeants en sont conscients et renforcent davantage leur intégration en tout cas à travers ces coopérations dans différents secteurs. Chaque pays a quelque chose dont l'autre a besoin. Chaque pays a impérativement quelque chose de sacré dont l'autre a besoin. Et ce sont des pays aussi qui partagent plusieurs siècles d'histoire, je le disais en introduction. Cher Sadibou, le contrôle de ces frontières-là et la circulation des armes et drogues sont devenus aussi des enjeux majeurs depuis les récentes crises libyennes et également la situation sécuritaire aussi dans le Sahel avec la montée aussi de la menace terroriste. Face à cette situation, quelle contribution selon vous de la coopération transfrontalière pour la consolidation de la paix et de la sécurité au Sahel? Ibrahima avait commencé à développer là-dessus. Je pense qu'il faut une coopération militaire transfrontalière assez rigoureuse parce que depuis les printemps arabes avec la déstabilisation de la Libye où les armes ont transité de la Libye pratiquement vers le Sahel, ce qui a contribué à la déstabilisation de ces pays-là comme le Mali, le Niger et le Burkina. Donc finalement ces pays se sont organisés en créant l'AES et même ces pays d'Aouda avec l'AES qui est avec la charte du Liptako-Gourma. C'est des accords liés aux frontières aussi parce que le Liptako-Gourma permet aux pays membres de l'AES de pouvoir transiter au niveau de ces frontières et poursuivre d'éventuels terroristes ou des trafiquants, ainsi de suite. Donc pour vous dire que, bon, malgré tout ce qu'on peut dire, l'AES aussi reste au niveau de ce carcan africain-là concernant vraiment l'intégration au niveau des frontières. Maintenant, au niveau sous-régional aussi, avec la CEDEAO, on a des types de coopération qui permettent aussi vraiment d'avoir une force en entente, qui permet de vraiment gérer au niveau des frontières en luttant contre le terrorisme et ces bandits qui transitent pratiquement au niveau des frontières. Mais ce qui est plus important, c'est que est-ce que ces mécanismes qui ont été mis en place restent actifs actuellement? Parce qu'actuellement, le banditisme, le grand banditisme au niveau de ces frontières a un taux tellement élevé que des fois je me demande pourquoi les États ne réagissent pas assez tôt par rapport à ces genres d'aspects-là. Parce que quand on vous dit que des terroristes transitent au niveau du Mali, donc attaquent des zones, attaquent des secteurs et que la réponse de l'État est assez lente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On n'appelle pas également à renforcer davantage cette coopération transfrontalière dont on parlait. Au sein de la zone du Liptako-Gourma, ces trois pays de l'AES l'ont réussi. Aujourd'hui, les forces maliennes peuvent intervenir à l'autre bord aujourd'hui de la frontière de leurs voisins burkinabés ou nigériens. Pareil pour le Niger, pareil pour le Burkina également. Est-ce qu'aujourd'hui, le renforcement aujourd'hui de cette coopération transfrontalière ne pourrait pas constituer une solution? Effectivement, c'est une solution. Certes, au niveau... Ce sont des menaces qui progressent également de part et d'autre de ces frontières. Effectivement, ça progresse. Parce que si vous le remarquez même bien, au niveau de la CEDEAO, il y a eu des accords qui permettent même l'échange de renseignements entre le Sénégal et ses voisins, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, et même le Mali, ainsi de suite. Donc pour vous dire tout simplement que les États ont compris très tôt aussi qu'il est important de déclencher ces mécanismes-là qui vont permettre de renforcer la surveillance, mais aussi l'échange de renseignements. Parce qu'actuellement, c'est les renseignements qui dominent le monde. C'est ces renseignements-là qui vous permettent de combler ce
gap, ce retard-là pour le défi sécuritaire. Maintenant, si les États l'ont compris et que la réaction est assez lente, parce que Daouda, en matière de sécurité, il y a un cordon qu'il faut mettre en place. Et ce cordon-là, jusqu'à présent, même au niveau national, j'ai constaté que dans beaucoup d'États, ce cordon sécuritaire-là au niveau national est un peu lent. Parce que si vous prenez par exemple le cas des États-Unis, avec le 11 septembre, lorsque les terroristes ont frappé les tours, la réaction américaine était assez lente. Mais après, Bush a compris qu'il faut mettre en place une politique qui va permettre une réaction assez coordonnée, assez rapide de toutes les forces de l'ordre et de défense du pays pour pouvoir contrecarrer et se préparer à lutter contre ce terrorisme-là. Et au niveau africain, certes on l'a, mais je dis que la réaction elle est un peu lente. Mais parce que des fois, également les États tendent vers ça. Au sein des pays de l'AES, ils ont cette force-là aujourd'hui de l'AES qui peut intervenir également la force en attente de l'AES. Au niveau même de nos États, ce dispositif existe à travers aujourd'hui des groupes comme le Garci aujourd'hui, qui se trouvent au niveau des frontières comme à Saraya, à la frontière également avec nos voisins du Mali. Donc aujourd'hui, ces dispositifs également, que ce soit au niveau régional ou bien même au niveau national, ce sont des dispositifs que l'on retrouve également. Et Ibrahima, quel impact de cette gestion concertée des frontières africaines pour une meilleure amélioration de la gestion des flux migratoires sur le continent? On parlait tout à l'heure de la situation au Sahel, mais aujourd'hui, gestion concertée des frontières pour une meilleure gestion de la question migratoire également. Alors, c'est une question très importante, Daouda, puisque malheureusement, les flux migratoires ne sont pas très bien contrôlés au niveau des frontières. Certains points de passage échappent le plus souvent aux gardes-côtes ou alors aux gardes-frontières. Et donc, ceci étant, il y a une très bonne partie des populations qui migrent d'un pays à l'autre sans que nos États puissent les recenser ou puissent savoir quel est l'objectif ou le but de ces personnes qui passent d'une frontière à l'autre. Et nous voyons très bien les conséquences puisque l'immigration irrégulière en est une des conséquences. Sur ce point, quand des pirogues échouent, des pirogues qui étaient en partance pour l'Europe échouent sur les côtes sénégalaises ou mauritaniennes, on retrouve aussi beaucoup de nationalités, des Guinéens, des Sénégalais et bien d'autres nationalités également. Ces personnes-là sont passées par les frontières. Ils ont franchi les frontières d'une manière ou d'une autre, peut-être en échappant aux gardes-frontières. Mais l'autre aspect est que nos pays n'ont réellement pas les moyens de faire face à ces flux migratoires puisque nous avons des frontières tellement longues, Daouda, tellement longues, sur plusieurs milliers de kilomètres qui sont vraiment... Avec un littoral assez long également. Qui ne sont pas très facile à gérer avec les maigres moyens de nos pays. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense la raison pour laquelle des partenariats sont noués avec l'Union européenne ou des pays occidentaux en tout cas, pour mieux gérer les flux au niveau de nos frontières. Et ceci étant, ça entrave aussi la libre circulation des personnes et des biens, puisque c'est loin encore d'être aussi une réalité. Et tout à l'heure, mon ami Cheikh Sadou parlait de la ZLECAf. Certes, au niveau des textes, c'est une réalité, mais sur le terrain, c'est autre chose. Pour passer d'une frontière, légalement d'une frontière à une autre, c'est vraiment difficile de s'apercevoir qu'il y a une réelle libre circulation des personnes et des biens. Et ceci plombe l'économie. Et d'où l'intérêt aussi de travailler à lever ce genre, en tout cas, de lourdeur administrative et autres blocages. Ouais. Et Sadibou, la gestion concertée des frontières implique également le partage de renseignements. Vous aviez d'ailleurs commencé à développer tout à l'heure la mise en place de politiques également coordonnées, ainsi que l'implication des communautés locales. Justement, pour ce qui est aujourd'hui de ces communautés locales, quel rôle est-ce qu'elles peuvent jouer, surtout sur la question pour ce qui est des renseignements? Oui, pour les communautés locales, je pense qu'il est important de les impliquer parce que l'État concerné ou l'État central doit les impliquer concernant ces échanges de renseignements-là, mais aussi, avant d'impliquer, je pense, ces communautés-là au niveau de ces organes-là pour des échanges de renseignements et ainsi de suite, il faut aider aussi ces communautés à sortir de la pauvreté. Parce que la plupart de ces communautés qui utilisent l'État, qui travaillent avec l'État central d'habitude, sont des communautés qui sont souvent dans la misère ou dans la
pauvreté. C'est d'ailleurs ce qui les pousse même à rejoindre des groupes terroristes. Parce que si l'État renforçait sa présence dans ces zones-là... renforcer ces zones-là avec des politiques de développement. Avec des politiques de développement, l'éducation, des écoles, universités, et ainsi de suite. Et même et d'autres aspects qui vont permettre en tout cas à ces jeunes-là de pouvoir s'identifier à quelque chose. Maintenant, lorsque cela n'est pas assez effectif au niveau de l'État central, vous voyez que ces communautés sont souvent tournées vers le groupe terroriste. Mais en tout cas, l'échange de renseignements profite bien à l'État central parce que ça lui permet de définir une politique sécuritaire qui va envers ces communautés-là, mais aussi qui sert à la protection globale au niveau national, mais aussi avec des échanges de renseignements. J'aimerais interpeller Ibrahima avant que l'on termine sur un autre point. Depuis 2023, à Abidjan, il y a l'Organisation internationale pour les migrations, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme également, qui ont lancé un mécanisme pour la stabilité des frontières, avec pour objectif de renforcer la coopération en matière de gouvernance, de sécurité des frontières dans les zones stratégiques pour promouvoir la stabilité régionale. Que pensez-vous de ce mécanisme-là? C'est un bon mécanisme puisque tous les aspects dont vous venez de citer sont liés. La sécurité au niveau des frontières est liée à la contrebande, est liée au trafic de drogue, est liée à l'insécurité, au terrorisme entre autres. Et même aux migrations. Justement, aux migrations. Donc je classe ceci aussi dans la contrebande, puisqu'il y a un trafic d'êtres humains aussi qui est lié à tout ceci. Et donc, mais ça tarde à être réellement matérialisé sur le terrain. Il y a des structures qui sont mises en place et des objectifs qui sont bel et bien définis, mais sur le terrain, ces objectifs tardent à se matérialiser en réalité. Et Cheikh Sadibou a dit quelque chose de très important aujourd'hui, parce que ces régions périphériques qui se trouvent au fin fond de ces pays ont du mal à se retrouver au sein de ces États-là. Ces jeunes ou ces enfants qui sont nés dans ces villes ou ces villages très reculés ont du mal à avoir un sentiment d'appartenir à une patrie. L'appel de Cheikh Sadibou tout à l'heure a davantage financer des projets en tout cas de développement dans ces zones pour que ces gens-là se retrouvent mieux concernés en tout cas par les actions posées par le pouvoir central. En seconde partie du débrief, il sera question de parler d'intégration africaine comme levier de croissance économique, et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Ibrahima Kamara, au-delà aujourd'hui des peuples, l'Union africaine est constituée de communautés économiques régionales. Quelle lecture est-ce que vous faites de l'intégration des peuples au sein aujourd'hui de ces régions africaines? Alors, l'intégration au sein de ces peuples laisse à désirer Daouda, puisque nous le vivons avec l'actualité aujourd'hui, surtout entre certains pays qui ne sont pas très bien en de bons termes, tels que la Mauritanie et le Mali par exemple, où on entend des rumeurs selon lesquelles les bergers mauritaniens ont du mal à transiter avec leurs troupeaux pour trouver quand même du tapis herbacé de l'autre côté. De plus en plus aussi, les autorités maliennes et mauritaniennes travaillent également à trouver des solutions à ces problèmes-là qui se posent au niveau des frontières. C'est ça, et donc c'est pourquoi la libre circulation ne concerne pas seulement les personnes et les marchandises, mais aussi les animaux aussi. Le troupeau est bel et bien concerné par cela, puisque vous n'êtes pas censé savoir, Daouda, aujourd'hui que le Sénégal, qui a du tapis herbacé, qui peut nourrir une bonne partie du cheptel de la sous-région, n'a pas assez de cheptel, parce que à l'approche des grandes fêtes religieuses, par exemple, on constate cela. On doit être fourni par le Mali, la Mauritanie ou le Niger pour avoir assez de moutons et pour pouvoir répondre à la demande. Et ceci étant, comme je le disais tantôt, chacun a des ressources dont l'autre a besoin. Et nos maigres ressources en animal, dans toute la région ou dans tous les pays d'Afrique, devraient avoir une politique concertée qui permet de gérer ces ressources animales afin de pouvoir répondre aux différents besoins de ces ressources-là. Et ceci étant, il est impératif que nos États comprennent cela et puissent travailler de concert afin de pouvoir relever
relever ces défis-là. Et ceci profite à nos éleveurs qui sont aussi obligés à un moment donné de moderniser leurs activités. Mais ils ne pourront pas le faire sans l'appui de l'État au niveau central et permettre à ces éleveurs de se moderniser et aussi de vivre de leurs activités pastorales. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nos États comprennent les enjeux du moment, l'heure est aux grands ensembles et qu'on est obligé de collaborer et de travailler ensemble pour que chaque partie... Et par rapport à ce point que vous soulevez tout à l'heure, ces difficultés qu'ont les éleveurs et autres activités qu'ils mènent, en tout cas de part et d'autre des frontières, comment arriver à une intégration, selon vous, plus poussée aujourd'hui pour une meilleure circulation de ces personnes et de leurs biens de part et d'autre des frontières de nos États? Il faut que nos États luttent d'abord contre le vol de bétail, qui est important, qui est un phénomène qui ronge les éleveurs au niveau local, au plus bas de l'échelle. Mais aussi... Certains pays comme le Sénégal ont en tout cas adopté une loi criminalisant aujourd'hui le viol, une façon de dissuader également. Voilà. Mais au Sénégal, c'est criminalisé, mais dès que le vol de bétail franchit la frontière, ça devient un autre problème. Et donc, l'identification aussi des bétails est importante. Je le disais tantôt, la modernisation de ce secteur dans tous les pays est importante puisque tout est lié. Et l'insémination artificielle dont les spécialistes parlent aussi est tellement important que aujourd'hui, vous voyez beaucoup de chameaux, mais aussi de bovins, de caprins et autres traverser la frontière pour transiter vers le ferlo afin de trouver de l'herbe à brouter. Ça c'est très important. Mais aussi, ce qui est important, c'est de permettre à cette activité-là de nourrir le Sénégal ou bien toute la sous-région, à l'instar de ce qui est la Bretagne en France. Donc nous avons besoin de ces régions-là, pas seulement régions au niveau national, mais au niveau international, afin de travailler de concert d'un pays à l'autre et permettre à tous ces éleveurs-là de vivre de leur activité, mais aussi d'être création d'emplois. Ceci est très important et c'est possible. Et cela est possible, comme vous l'avez dit, mais surtout passerait en tout cas par un renforcement des politiques de ces États avec des politiques régionales, surtout sur ces questions d'élevage et autres, pour mieux en tout cas travailler ensemble à développer ces secteurs-là qui peuvent nourrir une bonne partie de la sous-région, comme vous l'avez rappelé. Et selon vous, cher Sadibou, quelles sont aujourd'hui ces contraintes liées à l'intégration des peuples africains et comment arriver à les surmonter? Vous savez, même avant de parler de contraintes liées à l'intégration, il faut souligner que beaucoup d'aspects ou beaucoup de mécanismes ont été mis en place, même avant les indépendances, avec le Conseil de l'Entente entre le Mali et quelques États africains pour promouvoir l'intégration économique. Donc, ce qui est l'ancêtre même de la CEDEAO, après bon, les Yakubu Gowon du Nigeria, les Yassimbe Adema, les Modibo Keïta vont mettre en place des mécanismes qui vont aboutir à la création de la CEDEAO. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il y a toujours des mécanismes qui ont précédé, qui ont permis à la création de zones de rassemblement économique qui permettent l'intégration. C'est le même cas pour l'Union européenne avec l'ACK, le Conseil du charbon et de l'acier, si je ne me trompe, avec les Robert Schuman et ainsi de suite qui sont les pères fondateurs. Donc pour vous dire tout simplement... C'est cette coopération sur l'acier et le charbon qui est finalement devenue après l'Union européenne. Donc pour vous dire tout simplement qu'en Afrique aussi, les pères fondateurs se sont aventurés aussi à créer des mécanismes d'intégration économique. Maintenant, ces mécanismes d'intégration économique-là, certes, celui de la CEDEAO est actuellement le plus poussé sur le continent africain. Donc la CEDEAO a permis sur le plan d'intégration de l'intégration, comme la libre circulation des personnes et des biens, même sur le plan des droits humains, sur le plan de la justice, avec la Cour de justice de la CEDEAO qui fonctionne, qui travaille normalement. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses en tout cas qui sont en train d'être mises en place d'année en année, de période en période pour permettre l'intégration culturelle, l'intégration économique et d'autres aspects qui vont favoriser cette mise ensemble-là. Même vers les années 2000 avec la NEPAD, le NEPAD qui le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique qui permettait au continent africain de construire des corridors, donc les corridors Dakar-Bamako, Abidjan-Bamako, et ainsi de suite, avec la SLECAF aussi qui permet... de la grande muraille verte également qui devrait aller de Dakar à Djibouti. Donc il y a beaucoup de choses qui ont en tout cas été mises en place par des penseurs, par de grands présidents, de grands hommes comme Maître Abdoulaye Wade, donc avec la SLECAF aussi, où vous avez vu depuis quelques années, certes, qui tarde
tarde à se matérialiser, mais il y a des projets qui sont prometteurs au niveau de la ZLECAf, avec ces corridors aussi qui vont recommencer du Cap au Caire, donc de Dakar à Djibouti, ainsi de suite. Donc en tout cas, c'est beaucoup d'aspects. C'est tout ce que vous venez de développer, cher Sadibou. Vous, comment voyez-vous l'avenir de l'intégration africaine? L'intégration africaine, elle est prometteur, Daouda. Je pense que si l'effort est mis en place, si les efforts sont vraiment garantis par les États et aussi l'aspect sécuritaire, comme je le dis toujours, faire face à cet aspect sécuritaire-là, je pense que l'intégration, elle est prometteur en Afrique parce que le niveau d'intégration économique, en tout cas au niveau ouest africain, elle est tellement faible que jusqu'à présent, on pense que... Et même au niveau continental, les Africains échangent beaucoup plus avec les populations étrangères, avec les pays étrangers qu'entre Africains. Au niveau de l'Union européenne, ça tourne vers les 60% et ça dépasse même les 60%. Au niveau africain, on parle de 15%. Donc ça vous montre que c'est extrêmement faible. Donc il y a un travail à faire. Certes, avant les indépendances jusqu'à présent, les mécanismes sont en train d'être mis en place. Actuellement, on a quitté le Conseil de l'Entente pour aboutir à la ZLECAf. Nous espérons que cette ZLECAf-là va être concrétisée et que les États africains vont le prendre à bras le corps. Parce que Daouda, il ne sert à rien de créer des institutions, des programmes, alors que si l'homme africain ne croit pas en cela, parce que ce que je reproche toujours à l'homme africain, c'est de ne pas assez aimer l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a cette discrimination entre Africains qu'on doit revoir, qu'on doit dégager. Parce qu'actuellement, lorsque vous voyez les débats dans les réseaux sociaux, ce sont des querelles entre Africains qui sont inutiles, qui ne nous mènent à rien. Au lieu de voir comment entre Africains on peut se gérer, on peut mettre en avant... Certes, ça existe, hein, je ne veux pas aussi omettre qu'il y a beaucoup de... En tout cas, ce qui est un appel, ou bien c'est une invite que vous faites, oui, c'est une invite que je fais au retour au panafricanisme. Effectivement, et à ces valeurs-là que nous avons en partage entre peuples africains. Et selon vous, Ibrahima, quel lien existe-t-il entre intégration africaine et croissance économique? Alors, vous savez, malheureusement, on a l'impression que chaque pays africain a sa propre définition de l'intégration africaine. Et c'est ce qui crée quand même ces malentendus d'un pays à l'autre. C'est ce qui crée ces difficultés d'accorder leur violon afin de comprendre que nous devrons tous avoir les mêmes intérêts. Malheureusement, d'un pays à l'autre, les priorités ne sont pas les mêmes, Daouda. Vous allez au Sénégal, peut-être ils ont une priorité qui s'appelle peut-être la sécurité. Vous allez en Guinée ou au Mali ou en Gambie, ils ont d'autres priorités. Et donc, parfois, ce sont ces paramètres-là qui empêchent réellement à nos pays africains, à nos politiques, à nos décideurs de pouvoir accorder leur violon et de travailler ensemble. Mais comme l'a dit Cheikh Sadibou, plusieurs institutions ont été mises en place depuis les indépendances. Mais la réalité de ces objectifs ne se reflète pas réellement sur le terrain. Et donc, d'un pays à l'autre, on se rend compte du contraste. Vous prenez par exemple, on parlait tantôt de l'OMVS ou du barrage hydroélectrique de Manantali qui fournit de l'électricité, mais d'un pays à la frontière, vous allez au niveau des tripoints des frontières, par exemple, de ces trois pays, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Vous êtes à Arundu au Sénégal, vous avez de l'électricité, des lampadaires qui s'allument. Bon, Djoguntro en Mauritanie, vous avez l'impression que tout est sombre. Goutoubé au Mali aussi, c'est la même chose. Vous posez des questions. Et tantôt, il y a le réseau téléphonique d'un pays qui fait interférence avec le réseau téléphonique de l'autre pays. Et donc, finalement, vous ne savez même pas si c'est le réseau malien que vous avez ou Orange Sénégal. Et donc, ce sont autant de problèmes qui plombent l'économie. Mais ça aurait été beaucoup plus facile si les pays ont compris l'intégration de part et d'autre, et s'ils l'ont intégré dans leur projet, dans leur programme de développement au niveau étatique, au plus haut sommet de l'État, et de comprendre que les enjeux dans ces régions périphériques sont liés, les destins sont liés, et par exemple, pour pouvoir faire une route qui va quitter Podor jusqu'à Caille, et si par exemple nos décideurs se concertent et vont ensemble vers les bailleurs, leur font comprendre que dans cette route qui va quitter Podor jusqu'à Caille, il va aussi desservir 7 ou 8 régions
qui sont très peuplés, qui sont au nombre de tant de millions de population, ceci va encourager ces bailleurs. Puisque... Un tel projet d'ailleurs est en cours, je peux le dire, même au Sénégal, avec la redynamisation en vue du corridor Dakar-Bamako, via aujourd'hui les chemins de fer. Et le projet est très avancé aujourd'hui pour redynamiser ce chemin de fer-là. Et comme vous l'avez rappelé, cela va davantage également faciliter cette intégration entre le Sénégal et le Mali. Et cela desservira également beaucoup de localités entre ces deux pays-là. Allez-y. Aussi ces pays qui n'ont pas accès à la mer, je pense, parce que la convention de Montego Bay interdit de vraiment boycotter ces pays-là qui n'ont pas accès à la mer. Parce que si vous voyez le Mali, le Sénégal devait construire un port sec au niveau de Kidira ou au niveau d'autres secteurs, de Koungheul ou j'en passe, pour permettre vraiment aux fret maliens de pouvoir transiter de manière le plus fluide au niveau du Mali. Et d'ailleurs, par rapport à ce dont vous parlez, il y a même l'initiative royale marocaine pour l'accès des pays du Sahel, l'accès de ces pays de l'AES à l'Atlantique également. Et d'ailleurs, cher Sadibou, vous écrivez actuellement un mémoire sur l'ASLECAF au niveau de l'Institut des politiques publiques. Selon vous, quel peut être aujourd'hui l'impact de cette zone de libre-échange sur le développement et la croissance même du continent? Oui, l'ASLECAF, comme je le dis souvent, actuellement apparaît comme un véritable levier qui va permettre au continent africain de lever les barrières tarifaires. Parce qu'avant l'ASLECAF, certes, il y a une certaine levée de barrières tarifaires, mais imaginez au niveau continental, si un commerçant sénégalais a accès à un marché de 2 milliards, pratiquement de 1 milliard 500, 2 milliards d'habitants. Donc c'est extrêmement bon pour l'économie sénégalaise, mais aussi c'est bon pour la compétitivité, de nos entrepreneurs, mais aussi pour le continent africain. Donc je pense que sur le plan économique, l'ASLECAF apparaît comme la voie de salut qui va permettre vraiment au continent africain de pouvoir progresser dans le développement économique au niveau mondial. Parce qu'actuellement, figurez-vous, l'Afrique ne pèse pas pratiquement 3% au niveau de l'économie mondiale. Donc cette ZLECAF-là va nous permettre d'avoir un boost économique au niveau international. Aussi sur le plan des infrastructures, quand je parle de corridors, les corridors Dakar-Bamako, certes c'est bien, mais imaginez au niveau continental qu'on puisse vraiment relier un chemin de fer du Caire au Cap. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsque je le disais à un collègue Daouda, il m'a dit que ça, pratiquement, c'est impossible. Je lui ai dit, mais il faut voir le transsibérien, où actuellement la route de la soie. La Chine a impliqué l'Iran, la Russie, l'Iran et beaucoup de pays du Moyen-Orient. Mais pas plus tard qu'hier, Daouda, le transsibérien est arrivé à Téhéran, donc au niveau de la capitale iranienne. Donc pour vous dire qu'il faut que les hommes arrêtent de se fixer des limites au niveau continental. Il faut qu'on puisse s'approprier de ce genre de méthode de développement-là. Pensez que l'Afrique, on ne peut pas réaliser des infrastructures de grandes envergures. Je pense que ça, ce n'est pas... Et pour la réussite de cette ZLECAF, cher Sadibou, il est important, comme vous l'avez dit, que l'on développe aussi ces infrastructures, puisque pour faciliter la libre circulation des marchandises et des biens, il faudrait également que les infrastructures suivent et également que ces politiques publiques-là entre les différents États soient harmonisées, comme le rappelait Ibrahima. Effectivement, il faut harmoniser ces politiques publiques-là, parce que le retard de l'Afrique se situe surtout au niveau de cette harmonisation-là, parce que la plupart des pays africains sont jaloux de leur souveraineté, parce qu'il est très difficile, je pense, pour beaucoup de pays africains de laisser une petite partie de leur souveraineté concernant ces genres de projets-là qui vont permettre l'harmonisation de beaucoup de nos structures pour renforcer ces genres de projets de corridors ou de projets économiques qui vont permettre en tout cas la fluidité du transport et aussi la fluidité au niveau des frontières pour permettre cette levée des barrières tarifaires-là. Mais si l'Afrique en tout cas réussit le pari vraiment économique, le pari vraiment de la libre circulation des personnes et des biens au niveau de la ZLECAF, je pense que le reste va s'en suivre. Parce que les États à un moment donné vont comprendre que le monde est assez ouvert. Actuellement, plusieurs types de coopération vont permettre... Mais Daouda, imaginez, même la Chine veut impliquer l'Afrique au niveau de la route de la soie. Mais donc, si la Chine pense impliquer l'Afrique au niveau de la route de la soie, mais qu'attendent les Africains pour s'impliquer eux-mêmes avec de grands projets qui vont permettre économiquement... Et surtout renforcer davantage ce commerce intra-africain pour aujourd'hui booster la croissance et l'économie de nos États également. Camara, avec ce marché unique que représente la zone de libre-échange continental, l'intégration économique peut ainsi stimuler également ce commerce intra-africain, comme je viens de le rappeler, attirer les investissements et améliorer la compétitivité également du continent. Mais quels sont les défis à relever au préalable pour arriver à une pleine effectivité aujourd'hui de cette ZLECAF-là? Oui, je pense que, cher Sadibou l'a rappelé tout à l'heure, il faut que nos pays africains mettent en avant d'abord la coopération entre Africains. Il y a plus de coopération
comme on aime le dire, coopération nord-sud ou sud-sud, alors que la coopération devrait d'abord être sous-régionale, régionale, continentale, avant d'être intercontinentale. Malheureusement, on se rend compte que le Sénégal a, par exemple, plus de coopération avec la France, avec la Chine, avec les États-Unis qu'avec la Mauritanie ou le Mali. C'est là où le bas blesse. Alors que, comme le rappelait tout à l'heure, je ne parle même pas du continent, mais la sous-région seulement, nous avons un marché de plus de 300 millions d'habitants qu'on n'exploite pas. On préfère exporter nos produits à l'autre bout du monde, alors qu'à côté, nous avons un marché qui est un marché très prometteur qu'on n'exploite pas. Vous vous rendez compte du gâchis et des opportunités qu'on a sous nos yeux et qu'on n'exploite pas. Et donc, c'est tout le monde qui en perd. Pourquoi l'Europe a compris qu'il fallait renforcer l'Union européenne très tôt? Et ils sont en train d'y travailler encore davantage malgré les acquis et les avancées qu'ils ont. Et nous, Africains, on continue de penser que pour nous développer, il faut qu'on s'ouvre d'abord vers l'Occident. Alors que sous nos yeux, à côté, nous avons un marché énorme qu'on a du mal à satisfaire. Et ce marché-là, je pense que si nous comprenons un peu les enjeux... Comment arriver à cela, ce dont vous parlez, ce potentiel inexploité-là qui se trouve au niveau de ce marché régional-là, comment aujourd'hui travailler à exploiter davantage ce potentiel et davantage échanger entre Ouest africains, entre également Africains de l'Afrique centrale et d'autres régions, avant aujourd'hui de nous ouvrir à l'extérieur? Il faut créer les liens de communication. Cheikh Sadibou le disait tantôt, le développement, c'est avant tout les infrastructures de transport, Daouda. Si nos pays africains arrivent à relever ce défi, le reste va suivre. La libre-échange va suivre, les échanges commerciaux vont suivre et le développement deviendra un levier qu'on ne peut pas freiner. Mais si nous n'avons pas encore ces infrastructures qui permettent de lier un pays à l'autre, une région à l'autre, mais on aura toujours du mal à avoir les leviers qu'il faut pour faire face à ce développement. Et ceci n'est possible qu'avec nos États respectifs. Le corridor Dakar-Bamako avait commencé à montrer le chemin. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Puisque avant, il y avait certes le chemin de fer Dakar-Bamako, Cheikh Sadibou pensait au chemin de fer du Cap au Caire, mais il a parfaitement raison. Et imaginez-vous tout ce marché que cette infrastructure va alimenter et tout ce bout de monde qui aura besoin de ces infrastructures pour se développer, pour booster le développement. Et donc, ceci étant, l'heure est aux grands ensembles. Nous sommes arrivés à un moment où il est impératif que nos États comprennent que le tout militaire ne peut pas régler le problème, Daouda. L'heure est aux grands ensembles, comme vous l'avez dit, surtout face à la mondialisation, en tout cas, qui existe présentement. Et Cheikh Sadibou, au-delà aujourd'hui de ce défi des infrastructures à relever, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi relever deux autres défis, à savoir la question de l'énergie aujourd'hui et cette question de l'énergie qui reste intrinsèquement liée à l'industrialisation aussi du continent? Effectivement, le défi énergétique est un défi même du siècle parce que, comme je l'ai dit un jour ici avec le professeur Babacar Ba, l'Afrique doit coopérer avec d'autres entités concernant le nucléaire parce qu'actuellement, certes, on parle du nucléaire civil. L'usage du nucléaire civil, effectivement, parce qu'actuellement, beaucoup de pays, certes, parlent d'abandonner le nucléaire à des énergies plus propres, mais je pense que l'Afrique, vu le retard économique qui existe sur le continent africain, en tout cas le nucléaire civil va permettre au continent africain de voir un bond en avant sur le plan énergétique. Il y a des pays comme l'Égypte, l'Algérie, qui ont des programmes, même le Maroc, qui ont des programmes concernant ce nucléaire civil-là, qui sont en coopération avec des pays comme la Russie, les États-Unis ou la Chine. Donc je pense que ces pays-là ont compris qu'actuellement, pour vraiment que la croissance puisse suivre le développement au niveau de leur pays, il faut avoir une énergie en abondance. Et je pense que ce nucléaire civil-là va permettre à ces pays-là de s'en sortir. Maintenant, au niveau ouest africain aussi, je pense que les pays peuvent coopérer en ce sens-là. Parce qu'il est nécessaire actuellement pour le Sénégal, pour le Mali, pour la Guinée, d'avoir un projet ensemble concernant ce nucléaire civil-là pour avoir vraiment le propre central qui va permettre de booster vraiment ce bond énergétique-là. Parce que quand on vous dit de transformer davantage de matières premières et de les exporter nous-mêmes, plutôt qu'aujourd'hui d'exporter
d'exporter cette matière première et d'importer en retour ces produits manufacturés. Effectivement. Donc avoir un bon en énergie va nous permettre tout simplement de combler ces déficits-là. Donc il est Est-ce que les découvertes de gaz et de pétrole que connaissent la plupart de nos États également ne pourraient pas aussi constituer une solution pour relever ce défi de la souveraineté énergétique, si je peux l'appeler ainsi? Effectivement, bon, je pense que c'est un défi. Surtout avec le gaz to power, comme on dit. Le gaz to power, parce que le Sénégal actuellement travaille en ce sens-là, parce qu'il n'y a pas quelques jours, si je ne me trompe, le ministre et même le Premier ministre Ousmane Sonko ont annoncé qu'il se pourrait que d'ici quelques temps, vraiment le coût de l'électricité va baisser parce qu'il y a des centrales qu'on va transformer du fuel au gaz. Donc cela va permettre de réduire les coûts. Vraiment, cela va soulager pratiquement les populations. Et ce qui va impacter également certains produits dérivés aussi de ces fuels-là et du gaz. Je pense que, mais en tout cas, il faut travailler en ce sens parce que jusqu'à présent, le coût de l'énergie au Sénégal est assez vraiment fort. Et il y a des multinationales étrangères donc, qui sont présentes dans ce secteur-là, qui dominent pratiquement ce secteur. Et il est important que le Sénégal puisse aller vers l'indépendance énergétique. Cela va permettre de booster son développement parce qu'un pays qui pratiquement sort des millions et des millions de barils de pétrole et du gaz, même naturel liquéfié, qui est produit ici au Sénégal, et que jusqu'à présent, que le coût de l'énergie est assez fort, je pense qu'il est important de travailler en tout cas en ce sens pour permettre de soulager les populations. Et Camara, selon vous, comment faire de l'intégration économique un levier de l'intégration africaine plutôt, un levier de croissance économique sur le continent? Alors, il est important de maîtriser le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'énergie, Daouda. C'est l'énergie qui est au cœur du développement de tout ce qui fonctionne dans ce bas monde. On parlait tout à l'heure du nucléaire civil, mais aussi il y a l'éolienne, il y a le solaire, l'hydrogène vert. Nous avons autant de ressources qu'on peut exploiter. Aujourd'hui, un pays comme le Maroc également mise beaucoup sur ces énergies renouvelables avec de grandes centrales également. Justement, et le Maroc qui a connu des avancées notoires par rapport aux entreprises même qui s'implantent dans ce pays parce qu'il y a l'énergie qui est accessible et qui coûte absolument pas grand-chose. Et donc si nous arrivons à relever ces défis-là, Daouda, je pense que nous aurons fait un très grand pas par rapport au développement et par rapport à l'intégration. Et surtout le solaire. Un pays africain qui a du mal, par exemple, à disposer du carburant parce qu'il n'a pas d'ouverture maritime et qui a du soleil H24, si je peux le dire ainsi, pour ne pas exagérer. Et, donc, vous vous rendez compte, et qui produit du lithium. Donc le Mali qui a du lithium, alors que les voitures solaires et les infrastructures solaires fonctionnent aujourd'hui avec le lithium, il est très facile pour ce pays-là de mettre en place des infrastructures qui permettent à son pays de ne plus dépendre à 100% du carburant qui est importé de l'extérieur et qui cause énormément de difficultés à la survie de ces populations-là et à l'économie de ces pays. Et de plus en plus, ces pays-là, surtout de l'AES, travaillent avec des partenaires étrangers pour relever ce défi aujourd'hui de la souveraineté énergétique, que ce soit le Mali, le Burkina ou le Niger également, travaillent en tout cas sur des projets très avancés avec des partenaires comme la Russie. Et cher Sadibou, selon vous, quel est aujourd'hui l'état de l'intégration africaine plus de 60 ans après les indépendances? Si on devait faire un bilan, je pense que le bilan est un peu mitigé, parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis les pères fondateurs, même avant même les pères fondateurs, beaucoup de mécanismes ont été mis en place, le Conseil de l'Entente, même le franc CFA, donc la CEDEAO et d'autres aspects, d'autres institutions qui ont été mises en place pour la Cour de justice de la CEDEAO, ainsi de suite. Et même au niveau central, il y a beaucoup d'institutions en tout cas qui ont été mises en place pour permettre vraiment l'intégration au niveau africain. Donc c'est des institutions qu'il faut continuer à aider dans leur progression, qui vont permettre vraiment la collaboration entre États africains. Mais pourquoi je dis que c'est mitigé, c'est parce qu'il y a certes l'aspect positif, mais il y a aussi l'aspect négatif, parce que jusqu'à présent, on note vraiment un retard concernant la concrétisation des décisions sorties de ces institutions-là. Des retards à corriger en tout cas pour relever ce défi afin d'arriver à une intégration plus avancée et plus poussée des États africains pour aujourd'hui faire de cette intégration un véritable levier de croissance économique pour l'émergence du continent. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Ibrahima Camara, journaliste spécialisé en relations internationales. Merci encore Camara et toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est moi qui vous remercie Daouda, c'est aussi un grand plaisir.
Un plaisir également, cher Sadibou, toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Merci à vous, Daouda. Merci. Merci aussi à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.